7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et donc aujourd'hui, Louis Rigaudière, vous nous le disiez, vous allez décrypter le premier tour des législatives. Et oui, les résultats sont tombés et la vague Bardella se confirme bel et bien après les européennes, avec déjà 39 députés élus et bien d'autres en ballottage favorable. Le premier tour de ces élections législatives s'est donc clôturé dimanche et certains, comme cette chroniqueuse sur RMC, sont peut-être encore en état de choc face aux résultats du scrutin. Je me dis, mais est-ce que je suis française ? C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et je me dis, mais qu'est-ce que vous avez fait de la France ? Pardon. Ça fait 3 heures que je me retiens parce que je me dis, mais je sais même pas pourquoi je suis là. Je commente une politique comme si j'étais une analyste et tout. Mais moi, je suis une citoyenne, j'ai voté. Qu'est-ce que vous avez fait de la France ? Qu'est-ce que vous avez fait de la France ? Je voudrais que vous me répondiez sur cette question. Qu'est-ce que vous avez fait de la France dont on vous a confié les clés en 2017 ? Parce qu'on a cru en vous. Et puis beaucoup se demandent encore comment Marine Le Pen et Jordan Bardella sont parvenus à atteindre un tel score. Eh bien pour répondre à une grosse partie de cette question, il faut remonter à la dernière présidentielle où un élément important de cette élection a peut-être été négligé d'après le sondeur Jérôme Fourquet. Moi je trouvais à titre personnel qu'on était passé très vite sur les résultats du deuxième tour de la présidentielle. On de 2022. De 2022. On s'était dit Marine Le Pen a encore été battue, le Front républicain a fonctionné, mais Marine Le Pen avait fait 41,5% des voix, et ce qui était tout à fait stupéfiant. On rappelait que en 2002, première qualification d'un Le Pen au deuxième tour d'une présidentielle, Jean-Marie Le Pen avait été écrasé avec 20 millions de voix d'écart au deuxième tour par Jacques Chirac, 82% contre 18%. En 2022, il n'y avait plus que 5 millions de voix d'avance pour Emmanuel Macron sur Marine Le Pen. Et donc j'avais parlé de cette montée des eaux bleues marines qui s'observait, y compris dans des territoires, typiquement l'ouest de la France, où au deuxième tour de la présidentielle, on a vu ça aux européennes, on était sur des scores dans des campagnes de Vendée ou du centre-Bretagne à 25, 30, 35%, ce qui étaient les scores qu'on observait pour le Front National dans le Var ou le Vaucluse il y a 20 ans. Et pour d'autres, la montée en flèche du vote RN n'est pas due au déclin progressif de notre pays, mais à une certaine sphère médiatique qui obsède visiblement les gauchistes. Je vais le dénoncer ici, je sais à chaque fois ça vous fait tiquer, et n'allez pas croire que je suis dans le « attention, je suis hors sol », etc. Le supplément Chantilly, c'est CNews et toute la sphère Bolloré qui en rajoute des tonnes sur Crépol. Ils ont fait des heures et des heures sans jamais quasiment aller à Crépol. Ils décrivent un monde à feu et à sang. Moi, je suis de Dordogne. Je suis de Dordogne, j'y vais souvent. Et j'habite en Ile-de-France, j'habite une petite ville plutôt sympathique du 9-3, mais qui a 48% de logements sociaux, qui est très mélangé, etc. Quand je dis à mes amis de Dordogne qui regardent CNews, pour ne pas la nommer, que je suis dans le 9-3, et ils pensent que chez moi je suis barricadé. Et donc 2 jours après une claque historique pour les macronistes, beaucoup de ses proches pointent l'irrationalité du président et sa décision de dissoudre l'Assemblée tout en déclenchant une crise majeure pour son propre camp. Pascal Praud a donc tenté de comprendre cette situation en s'appuyant sur les conclusions surprenantes d'un psychanalyste. Alors, puisque nous sommes sur le terrain psychanalytique, et que depuis le 9 juin, tout le monde y est un peu, tout le monde cherche dans la tête d'Emmanuel Macron, c'est le jeu des conversations au café ou dans les dîners. Est-ce que vous avez lu Jean-Pierre Winter dans Le Point cette semaine ? Non. Pourtant, il faut en général, il dit des choses justes. Donc il est psychanalyste. Ouais. Bon, donc le président de la République n'est pas sur mon divan, dit Monsieur Winter, mais son geste de dissolution m'évoque ce récit d'un amour transgressif dans La ville dont le prince est un enfant d'Henri de Monterland. Il pense que la raison de la dissolution est à chercher du côté de la psychanalyse. Il ne faut pas oublier, je cite M. Winter, que toute sa vie personnelle d'Emmanuel Macron depuis l'âge de 15 ans est placée sous le signe de la transgression. En formant un couple peu ordinaire avec sa professeure, en épousant Brigitte Macron et en entraînant les 2 familles dans cette transgression majeure, il a au fond signifié à ses proches « Je n'ai pas d'inhibition, rien ne m'empêchera de faire ce que j'ai à faire, soit vous m'aimez assez pour accepter, soit vous rompez. » Et dans cette même discussion, le journaliste Vincent Hervouette en remet une couche en se concentrant sur le couple présidentiel face à un Pascal Praud qui, visiblement, ne tient pas tellement à s'attarder sur le sujet. C'est que dans 7 ans, on s'est contenté d'une bleuette sur
l'amour étonnant entre une prof et son élève. Éric Zemmour a commencé un peu. Une sorte d'émerveillement devant, et la presse unanime, sans s'interroger quand même sur ce que cette relation pouvait avoir de violent pour un adolescent de 14-15 ans. C'est l'amour est toujours. L'amour est shakespearien. L'amour ne se susurre pas. L'amour se hurle. Non, cher ami. L'amour se hurle, mais entre personnes qui sont sur un pied d'égalité. Et moi, je rentrerai pas là-dedans. Ah bah non, vous rentrez pas là-dedans, mais ça c'est... Non, je rentrerai pas là-dedans. Dommage. Quel dommage. Quel dommage. Je ne rentrerai pas. Le fait de sortir avec sa prof. Mais je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est une histoire d'abord intime. C'est une histoire intime. Oui, bien sûr. Une histoire d'amour. Et je ne me permettrai pas d'entrer là-dedans. Et c'est au tour de Franz-Olivier Gisbert, autre journaliste bien célèbre, de s'attaquer aux décisions parfois absurdes d'Emmanuel Macron avant d'alerter sur une crise qui pourrait éclater dès la rentrée. C'est qu'il a perdu les pédales. C'est-à-dire, moi je comprends rien de ce qu'il dit. Et en fait, la vérité, c'est que s'il était sincère, moi je pense qu'il a fait, c'est une dissolution, de convenance pour ne pas avoir géré l'horrible situation économique qui va arriver à l'octobre. On le sait, mais on le sait parce que c'est pas seulement la procédure de déficit excessif qui est lancée par la Commission de Bruxelles. Vous avez aussi, excusez-moi, Standard & Poor's, l'agence de notation, qui a commencé. Les autres vont suivre. Attendez que ça, de toute façon. Vous verrez un début peut-être de danse du scalp des marchés financiers. La loi de finances qu'il faut faire derrière, et de toute façon, il n'y a plus d'argent nulle part. Donc, c'est l'arranger. Et Franz-Olivier Gisbert parlait d'horribles situations économiques, mais a-t-il bien raison d'employer des termes aussi forts ? Eh bien, Franz-Olivier Gisbert n'est pas le seul, loin de là, à s'inquiéter de l'état de nos finances. Moi-même, je vous en parle depuis 2 semaines, car c'est un des sujets cruciaux du moment, malgré les législatives. Et l'économiste Marc Toiti l'a bien compris. Je vais vous donner un scoop, parce que c'est pas ça, les Français ne le savent pas. Aujourd'hui, on a une dette publique de à peu près 3 200 milliards d'euros. Si vous ajoutez ce qu'on appelle le hors-bilan, ça veut dire le paiement des retraites des fonctionnaires notamment, parce que ça, c'est de la dette publique, mais qui n'est pas comptabilisée. Ah ouais, c'est comme sur votre compte, en fait, où ils n'ont pas encore comptabilisé ce que vous avez fait en carte. Voilà. C'est exactement ça. Je sais ce qui m'est arrivé avec ma meuf la semaine dernière. C'est exactement ça. Sur la tête de ma mère. Sauf que là, c'est quand même, il y a pas mal de fonctionnaires qui escomptent leur retraite. Donc, si vous ajoutez ça, ça fait 6 500 milliards de dette publique. Et vous savez combien est l'actif total de l'État, toute la puissance publique française ? 4 500 milliards. Non, ah ouais. Ben oui, ça veut dire que même si je vends tout, bien sûr. je ne rembourse pas ma dette. Non. Et c'est là où on rejoint la Grèce, entre guillemets. Bien sûr. Je le souhaite pas, bien sûr, encore une fois, mais je pense qu'il faut être conscient de ce qui est en train de nous arriver. Et après ce bilan catastrophique que devra gérer le prochain Premier ministre, Marc Toiti va encore plus loin. Plus sérieusement, selon vous, la situation économique de la France est dramatique. Non, mais je vais être très honnête, moi, ça fait 30 ans de carrière, je crois que je n'ai jamais été aussi inquiet sur l'avenir de l'économie française. C'est pas pour faire peur que je dis ça. Ah bah vous faites un peu peur quand même. Il faut dire les choses. Je vais vous dire, non, parce que on a connu par exemple le 11 septembre 2001, la faillite de Lehman Brothers, même le coronavirus. Mais à chaque fois, on avait les moyens de relancer la machine. On a fait une relance budgétaire, on a augmenté la dette publique, on a fait la planche à billets, etc. Là, on a tout utilisé. Donc si demain, effectivement, on continue d'augmenter le déficit public, eh bien là, on va avoir une sanction très très grave, parce que comme on n'a jamais eu autant d'impôts et de taxes et de cotisations en France, on est numéro 1 dans le monde. Rendez-vous compte, Cyril ? C'est le seul truc, on est numéro 1. Ouais. Voilà, c'est pas le seul, c'est très bon sur la dette publique, oui, mais sur les impôts et les taxes au sens large, on est à 48% de notre richesse. Il n'y a pas un pays dans le monde qui fait plus que nous. Et de son côté, le criminologue Alain Bauer a décrypté les récents propos du président sur une possible guerre civile et si cette éventualité pourrait bien voir le jour à l'issue du scrutin. Est-ce qu'il agite les peurs ou est-ce qu'il y a en effet un véritable risque de guerre civile ? Alors d'abord, professionnellement, j'ai beaucoup rencontré de pompiers pyromanes. C'est la première fois que je vois un pyromane qui s'étonne après avoir gratté les allumettes, mis de l'essence, oublié de payer la facture d'électricité, qui est le feu. Deuxièmement, oui, il y a un risque, bien sûr. Le risque, il est celui de la confrontation, du clash. Et il y a une ragosphère en France qui a commencé et qui s'est accentuée au cours des 30 dernières années par la perte de la confiance qui existe entre le peuple et les politiques depuis le référendum sur la Constitution européenne refusé par une majorité de Français 2005. Et la capacité des responsables politiques à contourner cette décision sans faire appel, pour essayer de les convaincre, à la même population.
Et quoi qu'il en soit, on sent une panique palpable chez les macronistes et surtout la gauche en regardant la longue liste de désistements ou alliances contre nature pour simplement battre le RN, qui est désormais presque seul contre tous. Alors que Bardella devienne Premier ministre le 8 juillet ou non, je pense qu'il est désormais quasi certain que le RN prendra le pouvoir en 2025 en cas de nouvelle dissolution ou en 2027.